Mesdames, Messieurs, pour des raisons d'agenda, je ne peux malheureusement pas être parmi vous cet après-midi. Néanmoins, je voudrais vraiment remercier l'Association européenne de la pensée libre, son président Guy Toft et l'ensemble du comité organisateur pour leur invitation à prendre la parole à l'occasion de cette conférence sur l'avenir de l'Europe et plus particulièrement sur les aspects relatifs à l'Europe de la défense. Cette initiative est effectivement importante, notamment eu égard au contexte sécuritaire actuel qui nous rappelle combien les valeurs humanistes et nos libertés fondamentales qui constituent les socles de notre Union européenne ne doivent jamais être considérées comme définitivement acquises. Notre monde et nos sociétés sont actuellement confrontés à des défis fondamentaux. Notre ordre international, fondé sur des règles, est menacé, comme l'illustre l'agression russe contre l'Ukraine. Particulièrement, depuis le mois d'octobre dernier également, nous vivons des tensions d'une ampleur inédite au Proche-Orient avec leur lot de répercussions régionales et internationales. Par ailleurs, le changement climatique et la transition énergétique vont mettre à l'épreuve la résilience de nos sociétés comme jamais auparavant. Tout cela nous rappelle à quel point nous, Européens, devons œuvrer pour une Europe de la défense et une autonomie stratégique européenne plus intégrée et plus forte. L'Europe se doit d'assumer un rôle stratégique global qui ne se réduit pas à une dimension politique ou économique, mais également militaire. Avec l'installation de la guerre en Ukraine dans la durée, le renforcement des capacités de production industrielle européenne au service d'une plus grande autonomie stratégique ont pris une importance capitale. Dans tous ces domaines, le rôle des États est primordial. De par sa capacité de mobilisation de ressources et de manière complémentaire les uns aux autres, l'Europe doit devenir plus géopolitique. Certains ont probablement pensé que l'interdépendance économique était la meilleure garantie de rendre le recours à la force inutile, voire illusoire. Les développements de ces derniers mois nous ont démontré que ce raisonnement n'est pas suivi par tout le monde. Certes, la coopération doit rester notre objectif, mais sans illusion ni résignation, nous devons envisager que notre société passe également par un réinvestissement dans un outil de défense suffisamment robuste pour être dissuasif et, le cas échéant, suffisamment résilient pour soutenir en profondeur un effort de guerre si nécessaire. Sur le plan de la défense, le renouvellement des stocks, l'interopérabilité et la mobilité militaire participent de cette nécessité urgente d'une recomposition européenne des outils de défense. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y a pas de puissance militaire sans économie forte, mais il n'y a pas non plus d'économie forte sans puissance militaire. L'enjeu de la réindustrialisation et de l'innovation sont donc des facteurs essentiels de notre capacité en tant qu'Européens à assumer notre sécurité sur le long terme dans le domaine militaire mais aussi civil. La dépendance industrielle que nous avons développée au cours des 20 dernières années s'avère aujourd'hui notre plus grande faiblesse. Nous le savions avant la guerre en Ukraine, nous le constatons de manière encore plus aiguë aujourd'hui lorsque nous devons reconstituer nos stocks de munitions. Au cours des prochaines années, il est évident que notre défi majeur sera de prolonger l'effort de reconstruction de notre outil de défense, afin de pouvoir agir de manière plus autonome, si nécessaire, dans la protection de notre continent. D'une part, avant la guerre en Ukraine, j'ai pu obtenir au travers du plan STAR, la nouvelle vision stratégique de la défense à l'horizon 2030, une trajectoire de croissance historique qui doit atteindre 1,54% du PIB en 2030 contre 1,3% du PIB selon les prévisions de la vision stratégique du gouvernement précédent. D'autre part, cette trajectoire budgétaire a encore été renforcée après l'invasion russe. Le budget continuera effectivement de croître pour atteindre 2% du PIB. Mais ce n'est pas tout. Pour la période 2022-2024, un budget supplémentaire d'1 milliard d'euros a également été approuvé afin d'améliorer l'état de préparation des militaires et de combler plusieurs lacunes en matière d'équipement et de capacité. En révisant
sa trajectoire budgétaire, la Belgique démontre également qu'elle est pleinement engagée dans les accords européens actuels et qu'elle est prête à faire un pas en avant sur la voie d'une véritable défense européenne. La déclaration de Versailles et la boussole stratégique en sont les meilleurs exemples. Nous nous sommes engagés à augmenter substantiellement les dépenses de défense, à consacrer une part importante aux investissements, à nous concentrer sur les lacunes stratégiques et à développer les capacités de défense de manière collaborative au sein de l'Union européenne. Par ailleurs, la Belgique a prouvé qu'elle était prête à jouer son rôle de partenaire fiable et à défendre le multilatéralisme au sein des institutions européennes. Le plus grand dénominateur commun doit toujours prévaloir sur les intérêts individuels des États. Nous ne manquons jamais de le rappeler et de le mettre en œuvre, particulièrement dans le contexte actuel de notre présidence de l'Union européenne. De manière plus concrète, l'augmentation du budget de la défense permettra non seulement une plus grande intégration européenne et moins de fragmentation, mais aussi de renforcer les capacités militaires européennes à moyen terme, en se focalisant sur les lacunes capacitaires importantes dans 5 domaines stratégiques de la défense des États membres: la capacité aérienne, la capacité terrestre, la sécurité maritime, l'espace et la cybersécurité. Et ce principe d'une nouvelle défense multifonctionnelle, résolument tournée vers l'Europe et les enjeux de demain, aura permis, entre autres, de nourrir les priorités qui sont les nôtres tout au long de cette présidence. Mais comme on le rappelle souvent, l'important n'est pas de dépenser plus, mais bien de dépenser mieux, par une plus grande coopération et intégration européenne, tant dans le domaine capacitaire qu'opérationnel. L'approche que nous devons suivre et que je veux développer au sein de la défense se veut volontariste. Notre capacité motorisée développée avec la France, notre coopération navale avec les Pays-Bas, le bataillon binational belgo-luxembourgeois, notre flotte A400M ou encore le futur bataillon belgo-luxembourgeois de reconnaissance constituent en cela des exemples sur la scène européenne. En outre, sur base d'une approche triple hélice, autrement dit d'un partenariat entre la défense, les industries et le monde académique, je veux faire de la défense un véritable acteur dans le domaine de l'innovation, de la recherche et du développement, notamment dans le développement de capacités du futur et dans l'investissement de niches prioritaires. Dans sa quête d'intensification, d'incitation industrielle et financière, afin d'investir dans une base industrielle européenne solide, la défense s'est munie d'un outil unique dénommé la DIRS pour Defense Industry and Research Strategy. Cette stratégie, c'est le fil conducteur pour le développement et le soutien du potentiel scientifique, technologique et industriel national dans le domaine de la sécurité et de la défense. Elle définit les objectifs finaux, les principes, les responsabilités, les vecteurs et instruments de soutien, les domaines d'intervention et les objectifs y afférents. Cette stratégie indique quels domaines de recherche scientifique et technologique et quelles capacités industrielles sont pertinents pour la sécurité nationale. Sur le plan industriel, cela signifie de grands projets de recherche, de développement et de production, où les États membres mettent en commun leur expertise pour obtenir des résultats ensemble, mais aussi des achats conjoints afin de réaliser des économies d'échelle et ainsi renforcer l'interopérabilité entre nos armées. Au sein de l'UE, nous disposons d'excellents acteurs industriels qui sont des leaders mondiaux dans leur domaine. Il est donc particulièrement important de travailler ensemble pour maintenir et accroître cette avance afin de continuer à construire et à renforcer la défense européenne. Je conclurai en rappelant que c'est dans ce contexte que je me suis résolument engagée dans le développement de solutions européennes depuis ma prise de fonction, dans le but de protéger nos infrastructures et notre souveraineté technologique pour assurer la sécurité de nos territoires, le développement et la prospérité de notre économie et la sérénité de nos concitoyens. Car ce sont bien là
tous les enjeux d'une Belgique et d'une Europe plus sûre, dotée d'une véritable autonomie stratégique, ce qui est et restera toujours pour moi une priorité. Je vous remercie et vous souhaite de fructueux échanges.